17h30, je déclare donc ouvert le conseil municipal du 31 janvier 2019. Oh, dis donc, ça fait beaucoup de place d'un coup, là. Bien, merci les amis d'être aussi nombreux autour de cette table, parce qu'il y a des gens comme Louisette qui vont bientôt mourir de la grippe. Il y en a d'autres qui sont absents, qui sont aussi KO. Et votre serviteur, il est comme ça. Bien. Alors, je voudrais tout d'abord adresser mes condoléances à la famille. Vous avez malheureusement assisté sur le parvis de la mairie à 5 minutes de silence à notre ami André Creton, conseiller municipal et surtout président des Coulonneux. Adresse aussi nos sincères condoléances à Fabienne Ducarne, qui a la couronne, qui a perdu sa maman. Je souhaite également présenter, et là c'est la loi de la vie, mes félicitations à Ludovic Delair pour la naissance de sa fille Danalis. C'est bien prononcé parce que maintenant les prénoms, c'est un peu... voilà. Alors, afin de permettre d'ouvrir la séance, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose M. David Bustin, dont c'était l'anniversaire hier. Et comme la coutume le veut, c'est lui qui nous offrira le pot de l'amitié, ainsi qu'aux nombreux publics dans la salle. Voilà, Madame Watley, Sylviane, voudriez-vous procéder à l'appel et constater le quorum? Alors, Monsieur Guy Bustin. Ah ben il est là. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Présent. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Joël Lemoine. Présent. Monsieur Richard Zimaniac. Présent. Monsieur Jean-Luc Abrica. Présent. Madame Martine Cherquefosse. Monsieur Jean-Luc Houbard. Tout le monde est... Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent procuration à Monsieur David Bustin. Madame Isabelle Kowalski. Boulot. Madame Ghislaine Saling. Madame Myriam Machuel. Boulot. Madame Laura Cuessien. Boulot. Absent procuration à Monsieur Serge Forte. Madame Adeline Ludwig. Boulot. Absente procuration à Madame Fabienne Delcourt. Madame Émilie Tourbet. Absente procuration à Madame Caroline Di Cristina. La naissance, c'est dans combien de temps, Hervé? La naissance. C'est là? Il n'y a plus de mois, on compte les jours. Donc on aura une conseillère municipale en plus. Ou deux? Il y en a 3 maintenant. Ouais. Madame Marie-Claude Piquet, absente procuration à Monsieur Guy Bustin. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Alors, le quorum étant atteint, on va débuter la séance. Je vais vous demander l'autorisation du Conseil afin d'ajouter à l'ordre du jour un point supplémentaire qui sera le point 1/5, pour une montre de protection fonctionnelle accordée à un agent communal. Pour information, la protection fonctionnelle, c'est un système de défense qui est attribué, ainsi qu'aux élus, à l'ensemble de nos personnels, CCAS, police municipale et personnel communal, mairie. Voilà. Alors, secrétariat général, point 1. À l'ordre du jour, tout le monde a eu l'ordre du jour en temps et en heure. Y a-t-il des observations? Le compte-rendu, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? L'ordre du jour? Non, pas encore. Le compte-rendu de la précédente réunion du 17 décembre. Il n'y a pas d'observation. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.
Présentation du rapport d'activité du CIDEGAV. Le CIDEGAV, c'est un syndicat dont l'élection de domicile est à Anzin et dont un de nos représentants, c'est M. Bernard Liégeois, qui va se faire un plaisir de nous lire le rapport d'activité. Bernard. Merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport de l'activité, c'est le rapport à chaque fois en début d'année de l'année, pas d'avant, mais l'année derrière. D'accord. Donc ici, c'est pour 2017. N-1. Voilà. Ouais. Le syndicat intercommunal de distribution d'électricité et de gaz de l'arrondissement de Valenciennes, qu'on appelle communément le CIDEGAV, a été créé en 1970. Son siège est situé en mairie d'Anzin. Il regroupe 82 communes de l'arrondissement de Valenciennes pour une population totale de 350 000 habitants. Le syndicat perçoit des redevances versées par les concessionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz liés aux travaux d'investissement réalisés sur le territoire du syndicat. Cette participation permet au CIDEGAV de subventionner à hauteur de 40% les travaux d'esthétisme du réseau de distribution électrique. Depuis novembre 2007, le CIDEGAV a repris la maîtrise d'ouvrage du réseau esthétique, des esthétiques réseaux. Son président actuel est Pierre-Michel Bernard, maire d'Anzin. Alors, le plus important pour toutes les communes, donc les 82 communes, c'est l'article 8, qui est donc l'article 8 de la concession qui prévoit une somme de 220 000 euros, qui ne change pas, je dis chaque année, relatif à la participation de RDF à hauteur de 40% hors taxe des travaux d'esthétisme du réseau de distribution électrique sur les communes prenant la charge du reste, c'est-à-dire 60%. Le fonds d'amortissement des charges d'électrification, ce qu'on appelle le FAS, participe à hauteur de 80% aux travaux d'électrification en milieu rural. Alors, les communes, donc en 2017, les communes d'Anzin, Belin, Condé-sur-Escaut, Olchin, Mortagne du Nord, Prouvy, Saint-Amand-les-Eaux ont reçu 220 000 euros pour un montant total de travaux de 550 000 euros hors taxe. Les travaux d'électrification rurale réalisés en 2017 ont été effectués sur les communes de Mastin pour un montant de 63 181 euros et Noyelles-sur-Selle pour un montant de 16 113 euros. Les compétences du CIDEGAV donc pour cette année 2017, dans le cadre de la reprise par le syndicat de la maîtrise d'ouvrage d'esthétique réseau, le marché est passé avec la société Satellec pour la réalisation auprès des 82 communes, l'étude et les travaux portant sur les lignes basse et haute tension. Catégorie A, les postes de transformation, le renforcement, l'effacement du réseau et les branchements. Dans le cadre de la perception de la taxe consommation finale d'électricité, ce que vous avez sur votre facture, c'est-à-dire en fonction de ce que vous consommez, au lieu et place des communes de moins de 2000 habitants, reversement de 90% de cette somme aux communes donc de moins de 2000 habitants. Alors, le syndicat dispose d'un très très faible moyen de fonctionnement, mais bon, voilà, il est là. Le siège est situé en mairie d'Anzin, il dispose d'un mobilier et d'un véhicule dédié d'une valeur totale de 25 259 euros. Le personnel du CIDEGAV se compose de 3 agents A, B et C en charge du secrétariat et de la comptabilité. Voilà. Merci Bernard. Donc c'est un très très vieux syndicat qui était au démarrage avec André Parent. 350 000 habitants, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà, donc ça c'est le rapport d'activité. On ne vote pas, je pense, c'est simplement une information, mais on va dire pour la bonne tenue du dossier, comme quoi ça vous a été présenté, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 1.3, consultation d'affiliation volontaire au CDG 59 de la régie personnelle de l'abbaye de Vaucelles. Alors, l'abbaye de Vaucelles, c'est du côté de Lille, c'est ça? Attendez, c'est ça, Sam? Du côté de Saint-Quentin. Ah oui, c'est vrai, à côté de 52. Non, je confonds avec une abbaye qui a pris feu du côté de Lille, du côté de Saint-Quentin. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer ou sortir dans le CDG 59, l'ensemble des communes ou des collectivités adhérentes doivent se prononcer. Donc, on ne voit pas de raison qu'on s'opposerait à leur adhésion, bien au contraire, plus on est de fous, plus on se partage les sommes à verser. Y a-t-il des abstentions pour leur adhésion ou des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et bienvenue à l'abbaye de Vaucelles. Point 1 sur 4. Une résolution finale proposée par l'Association des maires de France. Nous sommes affiliés à l'Association des maires de France.
Donc régulièrement, nous recevons des feuillets d'information, régulièrement, une fois 2-3 par semaine, sur différents points de la vie municipale en particulier. Et j'ai repéré au passage de ça un document qui est très très important, dont vous avez l'entière résolution qui est prise, page 7 et page 8. Je vais vous en lire, et 9 aussi, je vais vous en lire qu'un extrait qui est le condensé de la teneur de toutes ces explications. Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de 3 principes simples mais fondamentaux. Premièrement, le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Deuxièmement, écoutez cette phrase, elle est révélatrice, l'acceptation du principe qui décide paye, qui paye décide. Ça, c'est quelque chose dont ça exprime la liberté dont on a besoin dans la gestion de nos communes. La cessation de tout dénigrement et de toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des élus locaux. Voilà le condensé résumé de l'esprit qui est repris dans ces 3 pages, de résolution. Tout le monde a eu plaisir de le lire. Je crois qu'il y a énormément de collègues qui vont le passer dans leurs conseils, dans les différents conseils municipaux. Donc je vous demanderai de bien vouloir la voter. Et par l'intermédiaire des services généraux, nous la transmettrons à qui de droit et sera joint au procès-verbal de cette réunion. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Bien écoutez, là, au nom de tous mes collègues maires, je vous remercie de cette belle unanimité. On va donc passer au point qu'on a mis sur table tout à l'heure, la protection donc fonctionnelle. On a été l'objet d'une demande par, comment on va dire ça, par discrétion. Je ne vais pas citer le nom de l'agent, mais vous pouvez le savoir, vous l'aurez. On a été l'objet d'une demande de protection fonctionnelle à un agent communal suite à sa demande. Donc les services généraux ont vu les motifs pour lesquels c'était demandé et bien évidemment cette personne est éligible pour bénéficier de la protection fonctionnelle qui est valable pour les agents communaux, comme j'ai dit tout à l'heure, CCAS et nous, élus, et voire leurs familles. OK? Voilà. Titulaire et contractuel. On l'a déjà abordé, vous vous souvenez, on l'a abordé quand Caroline a été l'objet non, Caroline aussi, moi-même, j'ai perçu 200 € que j'ai rendus immédiatement au CCAS parce qu'il n'est pas question de s'enrichir avec sa fonction. Ghislaine, pareil. La police municipale qui a été menacée de mort pour outrage, voilà. Et là, c'est un autre cas, mais ça rentre dans l'éligibilité de sa demande. Y a-t-il, on va passer donc au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer à comptabilité finance. Donc, j'ai passé la parole à l'adjoint finance. C'est moi. Demande de subvention du collège Jean Jaurès pour un voyage à Néderzir. Là, on n'est plus dans une demande d'élèves résidant à Vieux-Condé allant en voyage. Là, on est en globalité d'une classe sur laquelle, je dirais comme toutes les années précédentes, la somme qui... c'est ça? Dans le cadre du jumelage, hein, donc on a été l'objet d'une demande, bien évidemment, de Madame Valk, et on y répond favorablement, si vous le décidez, d'une somme globalisée à 500 €, comme on le fait d'habitude. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour les jeunes du collège Jean Jaurès. Ensuite, on a une convention de prestation de services, je vais le dire, DPD. DPD, ça veut dire... Non, mais je vois que M. Fort, il se gosse. Délégué à la protection des données. Donc ça, on a donc passé une convention de mutualisation
pour déléguer ça avec Valenciennes Métropole. Autrement dit, on a sous-traité à Valenciennes Métropole, on a mutualisé comme l'ensemble des 35 collectivités. Et la somme annuelle, vous avez page 12, le tableau qui reprend en fonction des strates de population. Nous sommes dans la dernière strate. Je vous rappelle qu'on a frôlé les 10 500 habitants, je le redis parce qu'on en est fiers. On doit donc entre 9 000 et 14 999 habitants, 4 500 € annuels, non révisables, forfaitaires, même en fonction de la masse de travail, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, c'est 4 500 pour nous. Voilà. Y a-t-il des... On l'avait déjà abordé en réunion préparatoire. Hein. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer au point 2 sur 3, ouverture de crédit. Alors, je dirais que c'est ça le cœur de ce conseil municipal de début d'année. 31 janvier, ça ne peut pas être mieux que le début de l'année. Là, c'est le cœur du conseil municipal. Donc, l'objet d'ouverture de crédit, vous en avez la liste, pages 14 et 15. On l'a abordé en commission de finances. Parmi tous ces points, il y a des points, par exemple, frais d'acte à la Cité Taffin, 800 €, remboursement de caution, 900 €, il y a des sommes comme ça. Mais je vais passer la parole à M. David Bustin en sa qualité d'adjoint aux travaux, parce que là, c'est véritablement les gros points d'orgue qui nous intéressent dans cette ouverture de crédit d'investissement pour l'année 2019. M. David Bustin, bon anniversaire. Merci, monsieur le maire, pour la demande d'intervention, et pas pour l'anniversaire. Si, merci aussi. Ouverture de crédit. Ouverture de crédit d'investissement. Je vous rappelle un peu le principe. C'est l'autorisation d'engager des dépenses avant le vote du budget. Puisque concrètement, le vote du budget arrivera un petit peu plus tard, avec l'avant son ROB, son débat d'orientation budgétaire, et dans les 2 mois qui suivent, le vote du budget. Donc, pour engager une dépense avant... le vote du budget, je vais y arriver, on fait donc des ouvertures de crédit autorisant à engager les dépenses. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas perdre de temps, puisqu'aujourd'hui, nous sommes aussi en attente des dotations de l'État. Avec la motion que M. le maire a présentée à l'AMF, ça nous promet encore des soirées de réunion merveilleuses. J'en reviens aux ouvertures de crédit et d'investissement. Je voulais souligner quelques points qui sont assez importants en termes de décision sur cette année 2019. Alors, n'y voyez pas d'ordre de classement par importance, mais c'est les différents chapitres comptables. Oui, tout à fait. Alors, le premier, c'est la réalisation du City Stade. Nous avons monté le dossier, je le rappelle, en concertation, c'est un mot que je vais dire beaucoup, en concertation avec les jeunes du quartier Solitude et Hermitage qu'on avait rencontré avec Joël. On avait discuté cohésion sociale. Il y avait aussi Ghislaine qui avait participé à un certain nombre de rencontres et de discussions. Ça s'est fait pas sur un accident, mais sur une rencontre. Et puis ça s'est fait sur un montage. Et après, on a mis les jeunes autour de la table, avec les services, bien évidemment. Et concrètement, on est parti sur ce City Stade. On a fait une demande spécifique de subvention avec nos services. Nous avons eu un retour positif à hauteur de 80%. Il faut quand même le signaler parce que c'est 80% sur 100 000 €. Donc l'ouverture de crédit, c'est 100 000 € et la subvention fait à peu près... Pardon ? C'est sur leur taxe, donc ça fait à peu près 70, on va dire 70 000 et quelques. Bref, subvention de 80%, c'est assez rare pour le souligner. Donc concrètement, aujourd'hui, la décision, c'est l'ouverture de crédit qui va permettre le lancement de la consultation pour construire ce City Stade au quartier Solitude et Hermitage. Je rappelle qu'il sera juste à côté de l'aire de jeu, qui existe déjà entre l'école Pierre Lemoine et l'école Joliot-Curie. Donc pas du côté pelouse, mais du côté terrain viabilisé, pour que tout le monde situe. En parallèle à ça, puisqu'on a déjà rencontré un certain nombre de parents, d'enfants, d'élèves, et de directeurs aussi d'établissements, on va aussi y mettre un point sensible à ce qu'en haut d'un des candélabres soient disposées des caméras qui surveillent l'ensemble de la zone. Puisque nous avons constaté un certain nombre d'actes de vandalisme sur l'aire de jeu d'enfants actuelle qu'on a dû
à peu près payé 2 ou 3 fois vu le nombre d'actes de vandalisme. Donc maintenant, l'info sera passée sur la signalétique et que les parents puissent bénéficier de cet outil. Donc un city-stade pour les ados, concrètement, et les plus anciens aussi, et puis l'aire de jeu existante, qui sera bien évidemment, qui est déjà refaite, mais réouverte en même temps, et la partie verte, la partie carrée de pelouse, comme on va dire, on a l'intention d'y installer des bancs pour les pique-niques, pour les parents, voilà, pour que toute la famille, toute la génération puisse bénéficier de cet endroit qui soit requalifié. Donc l'objectif, c'est de lancer la consultation pour les entreprises fin du trimestre et la livraison avant l'été. Donc si tout va bien, nous ferons un tournoi. Monsieur le maire se mettra en short avec les enfants pour lancer un défi aux jeunes. Ils nous attendent avec impatience. Je passe sur un certain nombre de points, parce que c'est des points classiques, électricité, chaudière, je viens sur les points essentiels. La création d'un parking école maternelle du Rieux. L'école maternelle du Rieux est enclavée, elle est au bout des rues Kléber et ruelle Kléber. Les habitants qui me verront sur la vidéo souriront quand je dis ça, puisque la ruelle Kléber, on l'a déjà refaite. L'enrobé est fait, ça finit en carrefour hanté avec un rehaussement. Et là, on attaque dans le dur la décision qu'on a prise, là aussi en concertation avec, j'espère que je n'ai oublié personne, la directrice d'école, les représentants du corps enseignant, les parents d'élèves, les voisins, les riverains, l'entreprise qui fait le coin de la rue. Bref, on a mis tout le monde autour de la table, les différents services de la ville, forcément. Et les différents élus, puisqu'il n'y a pas que moi, il y a aussi de la cohésion sociale, il y a aussi de la sécurité, etc. Donc là, on est sur une ouverture de crédit de 300 000 €. Concrètement, tout l'espace vert devant l'école du Rieux va être refait et requalifié en parking pour que enfin, depuis je ne sais combien d'années, je crois que j'étais pas né, mais que cette école puisse être accessible enfin aux parents et une zone circulaire pour qu'ils puissent s'arrêter, déposer les enfants et repartir en toute sécurité. C'est un chantier très important parce que c'est une école qui est enclavée. On a toujours entendu depuis qu'on est là en 2014, on fait jamais rien pour nous. On s'y est penché, on a zoomé sur cette histoire, on a mis les parents autour de la table. Au début, c'était un petit peu tendu et c'est bien, ça fait partie des discussions. On n'a pas attendu après la politique présidentielle pour faire des discussions avec nos habitants. On n'a pas attendu qu'ils mettent des gilets jaunes pour discuter. Ça fait des années, depuis 2014, j'aime bien insister là-dessus, qu'on discute avec les gens et c'est comme ça qu'on sort des projets. D'ailleurs, je vous précise que 2 projets avaient été présentés et que ce ne sont pour un même budget de 300 000 €, mais le projet final a été décidé par les habitants. C'était en réunion à la petite salle de l'école Carnot, un soir où on leur a présenté les 2 projets et ils les ont validés. Donc l'autorisation, c'est 300 000 €. La consultation, c'est pareil, c'est ici à la fin du premier trimestre, donc ça va aller très vite. Tout ça, c'est de la réalisation 2019. C'est pour ça qu'on l'inscrit tout de suite et qu'on n'attend pas le vote du budget. Sur la période des travaux, encore une fois, ça se fera avec les parents parce que c'est une zone d'école. Donc vous imaginez déjà là, actuellement c'est compliqué. Demain, forcément, il va y avoir des pelleteuses pendant un certain temps parce que c'est quand même de la voirie qu'il va falloir refaire. Donc on va voir avec les parents si juillet-août, par exemple, pourrait être une bonne proposition pour faire les travaux. On a à peu près 2 mois de travaux pour transformer tout ça. Ça pourrait être calé, mais bien évidemment, ça sera décidé avec les parents. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. On fait ça pendant les grandes vacances, école fermée, parce que là, forcément, c'est plus simple. Si on le fait pendant l'école ouverte, il n'y aura plus du tout de stationnement dans la ruelle Kléber. Il faudra se garer un peu plus loin. Ça sera peut-être plus compliqué, mais on décidera avec les parents. Sur les autres ouvertures de crédit, je passe, mais quand même l'acquisition d'une nouvelle sirène réglementaire, puisque notre sirène nous a lâchement abandonnés après un certain nombre d'années de service, mais ça coûte quand même 12 000 €. Combien d'années ? 43 ans de service. T'es plus vieille que la sirène. Merci, monsieur le maire. 12 750 € pour la nouvelle sirène. Pour le matériel informatique, 70 000 €. Après, vous avez du mobilier des services généraux à hauteur de 20 000 €. Mobilier pour les écoles élémentaires. Tout ça, ce sont des rencontres que Jean-François et d'autres élus font régulièrement. Donc, c'est des demandes qui sont faites et des ouvertures de lignes de crédit. 40 000 €. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser que 40 000 € dans l'année. Ça veut dire qu'on engage tout de suite des commandes nécessaires. Oui, c'est 6 classes, je crois, c'est ça, qui sont rééquipées complètement. Ensuite, un autre point qui est très important, alors là, ça paraît bénin, mais c'est très important, c'est le deuxième pôle de restauration scolaire. Sur l'ouverture de crédit, on a le mobilier, donc les tables, les chaises à hauteur d'enfants, 25 000 €, et le matériel de cuisine professionnel, c'est une deuxième cantine complètement autonome, à hauteur de 75 000 €. J'en profite donc, vous ne retrouvez pas ici le coût des travaux de la cantine, puisque c'est une autorisation de programme. C'est un petit peu compliqué, mais concrètement, la somme est déjà réservée à ça. La consultation est lancée, la procédure est en cours.
La volonté, c'est qu'en septembre, on aille manger en inauguration avec les enfants au deuxième pôle de restauration scolaire. Donc, bien évidemment, en parallèle, ce n'est pas le tout de construire le bâtiment, qui va se trouver sur la parcelle de Joliot-Curie, sur la parcelle verte qui est vers la rue. Hein. Si vous avez pu le constater, il y a déjà les arbres qui ont été coupés pour préparer le terrain. Et donc, forcément, il n'y a pas que le bâtiment, il y a le mobilier. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez 25 000 euros. Et le matériel de cuisine, le matériel professionnel, forcément, 75 000 euros. Donc très important, ouverture si tout va bien. Alors je dis si tout va bien parce qu'on est dans une zone classée, on a un certain nombre de connexions à faire, de raccordements, donc on vous tiendra au courant. L'objectif c'est quand même septembre. Quoi qu'il arrive, en 2019, le deuxième pôle de restauration scolaire sera ouvert. Je reviens un petit peu sur l'AMO de la salle des fêtes où nous avons inscrit une autorisation, enfin une ouverture, pardon, à hauteur de 20 000 euros. La volonté, là aussi, c'est d'engager une réflexion qui est déjà en cours hein, depuis 1 an ou 2, mais qui est très longue. Encore aujourd'hui, on était en réunion. Je ne peux pas, c'est pas que je ne veux pas donner d'informations, je ne peux pas donner d'informations à l'honorable Assemblée, tout simplement parce que des transactions privées sont en cours, et selon le résultat de ces transactions privées, nous aurons une opportunité d'un projet de salle des fêtes. La volonté, c'est d'avoir une annonce, là aussi, dans le courant de l'année 2019. Je fais une parenthèse aussi rapide, parce que je sais que ça va déjà s'emballer sur les réseaux. Il y a tellement de monde dans cette salle que je pense que ça va être plus vu en vidéo que de nombre de personnes dans la salle, mais plus on s'approchera d'une dalle, plus on aura de monde. Je voulais juste dire quelque chose, c'est que ne pensez pas un seul instant, quand on vous fait une liste d'ouverture de crédit comme celle-là, que c'est parce qu'on est, comme on l'entend dans les médias, sur une dernière ligne droite. Tous les projets que je vous cite là, qui vont se réaliser en 2019, je vous invite à venir me voir ou à venir voir mes collègues ou monsieur le maire. Ce sont des projets qui sont travaillés depuis 2, 3, voire 4 ans. Ouais. Certains projets sont travaillés depuis notre arrivée 2014. La difficulté, c'est le temps qui s'écoule entre la volonté de l'habitant, qui se comprend tout à fait, qui a un besoin nécessaire et immédiat, et la vérité administrative, juridique à laquelle on fait face, et heureusement on a la compétence des services de notre ville pour pouvoir se battre à nos côtés. Ce n'est pas un frein, c'est une lourdeur administrative. On n'a pas le choix, on doit y passer. Donc voilà, je voulais le dire parce que je sens un certain nombre de dédicaces, je préférais répondre plus facilement. Je continue sur les bonnes annonces, là aussi, enfin, l'étude de dépollution de 19 000 euros, cette dépollution, elle est déjà faite. Là, c'est pour payer la facture. C'est une dépollution qui se situe entre la rue d'Anjou et la rue de Normandie. Vous savez, c'est là où il y avait l'ancienne barre, pratiquement en face de la Maison pour tous. Donc c'est une dépollution qui a été en accord avec Partenor. On a pris à 50-50, puisque le terrain nous appartenait à 50-50, tout simplement. Je vous annonce donc la signature et l'accord de la foncière logement, qui va construire 10 logements en accession à la propriété, dans un premier temps locatif, avec le 1% au logement. Je suis désolé, je n'ai plus le nom en tête du nouveau nom du 1% au logement, mais Action Logement, merci beaucoup, merci. Donc c'est l'ancien 1% au logement, mais maintenant c'est Action Logement. Donc la volonté c'est quoi? C'est que des employeurs qui versent le 1% au logement, parce qu'ils le versent toujours, sont réservataires et donc prioritaires. Et donc nous allons avoir une nouvelle population qui va pouvoir s'installer dans un premier temps sur du locatif, c'est du pavillon individuel, c'est 10 pavillons, dans un endroit dépollué, puisque forcément on vient de le dépolluer, on va le prendre en charge, et qui au fur et à mesure, et selon leur choix, pourront soit rester locataires, soit devenir propriétaires au fur et à mesure des loyers versés, comme un prêt individuel. C'est quelque chose qui est intéressant et qui remplit une zone creuse qui était nécessaire pour nos activités. Une dernière chose que j'ai dû oublier, non, elle est là, sur le cimetière, comme vous l'avez vu pour certains, on a un très bon retour de la population sur l'entretien du cimetière, sur les travaux paysagers. C'est plus de 400 000 euros d'investissement fait en 2018. Nous avons réaménagé les fonds de parcelles, et pour ceux qui le savent, ou pour les habitants concernés ou les riverains en fonds de parcelles, nous avons mis des murs en gabion. Donc ce sont des murs de qualité, au lieu de mettre les plaques traditionnelles qu'on connaît et qu'on a tous dans nos jardins. Là, ce sont des murs en gabion, donc des rochers dans des filets. C'est très esthétique, c'est très joli. Et puis nous avons, donc ça c'est sur la première partie, là où il y a eu l'aménagement. Et ensuite nous avons un retour pour un riverain. On arrive au carré musulman et ensuite on longe pour aller jusqu'au bout du cimetière, c'est-à-dire l'entrée du côté de la rue Basly. Donc la volonté, ça a été non seulement de faire ça, mais d'aller jusqu'au bout et de faire le retour. C'est pour ça qu'il nous manquait un peu d'argent.
La volonté, c'était soit on faisait une partie et pas la totalité, mais c'est toujours moins cher quand les entreprises sont sur place, le chantier est installé, les engins sont là. Donc la volonté, c'est d'installer des murs gabions jusqu'au bout, pour aller jusqu'au bout du mur et faire quelque chose de qualitatif, que ce soit sur le cimetière paysager, sur le carré musulman ou sur la continuité qui aujourd'hui n'est pas occupée en partie, mais qui demain le sera. Donc voilà, donc ça veut dire que tous les habitants qui sont en fond de parcelle et qui donnent sur cette partie-là auront un fond de parcelle de qualité avec des murs gabions de A à Z. Je tenais à le préciser, puisque c'est un investissement complémentaire aux travaux qu'on a fait l'année dernière, de 42 000 euros. Je crois que j'ai rien oublié, monsieur le maire. Je passe les dépenses rapides de logiciels, d'interface, qui ne vont pas intéresser grand monde, mais c'est les choses classiques qui nous permettent d'engager tout de suite. Donc juste pour vous dire en conclusion, que cette année 2019, elle est une belle année de projet, mais c'est une année de projet qui n'est qu'une addition du travail fait par nous tous depuis quelques années. Vous l'avez vu, quand on rentre dans Vieux-Condé aujourd'hui, on voit beaucoup plus de grues. Et pour moi, c'est un symbole fort, c'est un symbole de construction et de rénovation. Donc je suis très content que ces programmes-là s'engagent cette année. Et voilà, ce sont des programmes qui sont forts, engagés depuis longtemps. Il y a nos gamins, tout est concerné, les parents, etc. J'ai certainement oublié les gens, mais peu importe. En tout cas, on se félicite tous d'avoir cette ouverture qui va nous permettre de nous engager sur 2019 sereinement. Merci. Merci, David. Petite précision concernant le cimetière, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de demandes. Dans l'entrée de la rue d'Enfer, au milieu, entre l'entrée préhistorique et l'Anchis, il y a une entrée au milieu. Et on a des problèmes de tassement différentiel, d'effondrement imminent avec la grille. Et je réponds à certaines personnes qui doivent faire tout le tour pour y aller. Ce sera fait cette année. Et aussi la pilasse, on va dire, qui tient la grille, les deux. Et sous l'égide de Caroline, avec l'adjoint aux travaux et à la sécurité, dans la rue, il y aura une 4e entrée qui sera faite rue Anatole France. Adjointe, elle est adjointe au funéraire. Bien, donc les amis, vous avez entendu, nous avions donc abordé ce sujet dans les différentes commissions. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. En ce qui concerne le point suivant, c'est le point 2 sur 4, remboursement d'un préjudice subi par la boxe taille. Ça, c'est page 16. Je vous demanderai de bien vouloir rectifier parce qu'il y a eu un malentendu. Vous lisez en plein milieu, avant de Monsieur le maire propose, pour l'association, la dépense supplémentaire représente un montant d'environ 3 000 euros. Là-dessus, il y a une vétusté de 20% et il y a donc un remboursement, non pas de 1 920 euros de TTC, mais 2 400. Veuillez lire donc 2 400, c'est-à-dire 3 000 moins 20%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien évidemment, la collectivité est assurée pour l'ensemble de ses bâtiments et autres. Et c'est une fuite d'eau qu'il y a eu dans la toiture, à l'endroit où ils avaient leurs sacs et différents matériaux, le local de stockage. Et puis, forcément, dégâts des eaux sur du matériel sensible, comme tu connais ça, Joël, les trucs de box à l'intérieur et tout ça, en cuir. Ils n'étaient plus, tu les as vus, bien sûr on les a vus, donc on a consulté notre assurance avec un reportage photo, ainsi de suite, et puis les factures. Les dommages étant inférieurs à la franchise, nous avons donc décidé de prendre en charge pour nos amis de la boxe taille la somme que l'assurance aurait payée si ce n'était pas sous franchise de 3 000 euros moins 20% de vétusté, c'est-à-dire 2 400 euros. Voilà l'explication. Ce n'est pas une subvention, c'est un remboursement pour préjudice subi et constaté. Voilà. Y a-t-il... on l'avait abordé aussi en commission avec Joël et puis Serge. Donc, on va passer au vote si vous voulez bien. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, ils vous remercieront, la boxe taille. Il vaut mieux qu'ils vous remercient, entre nous. Il vaut mieux être bien avec la boxe taille. Madame la première adjointe, vous allez faire votre service civique?
Allez. Alors, ressources humaines, formation, service civique, volet pratique. Après, on fera volet théorique. Et ensuite, les points 3 sur 3 et 3 sur 4, c'est moi qui la fera. Et je ferai le reste. Je vous en prie, Madame Caro. Alors, formation, service civique, volet pratique. Donc, ce volet pratique consiste à une formation de prévention et secours civique niveau 1, PSC1, d'une durée d'une journée. Donc, c'est 4 jeunes en contrat service civique qui sont concernés par cette formation. Hein, et elle se déroulera à partir du 12 mars. Et il faut savoir que c'est quand même obligatoire. Voilà, donc ce sont les jeunes du service civique. Donc, 240 c'est 240 €, voilà, c'est ça. Donc on va voter pour qu'ils puissent accéder à tout leur système. C'est la sécurité, hein, DJ, c'est ça? Sécurité. C'est les bases de premier secours, ce qui est très important, parce que l'armée, dans le temps, on l'avait maintenant. Donc service civique. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci pour eux. On va passer maintenant formation service civique, volet théorique maintenant. Alors, ce volet est plus axé sur des thématiques liées à la citoyenneté. Un jeune en contrat civique affecté au service éducation jeunesse va suivre une formation donc, de 2 jours, intitulée donc, au rôle des médias et gestion des conflits, tous différents, tous égaux. Et cette formation aura lieu le 7 et 8 février 2019 pour un coût de 100 €. Bien. Donc là, c'est théorique, c'est la continuité de leur formation. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour Caroline et merci pour eux. Voilà. Alors maintenant, on va passer, on va voter 2 fois, hein, mais je vais faire qu'une seule explication parce que c'est exactement la même chose. Indemnité de fonction au maire et puis indemnité de fonction aux adjoints et conseillers municipaux délégués. C'est pareil en ce qui concerne, pour ceux qui sont salariés, la revalorisation du point. Au 1er janvier 2019, il y a une revalorisation du point et par conséquent, la paye est modifiée. Alors, c'est énorme. Hein. En ce qui concerne le maire, c'est une différence de 11 €. En ce qui concerne un conseiller municipal, je vais prendre un exemple pour son anniversaire, 4,45 €. Adjoint. Pour un adjoint, 4 €. Et pour un conseiller municipal, 0,72 €. Voilà. Donc ça, c'est l'indexation qui est due aux élus. Et je vous demanderai, donc on va faire 2 votes parce qu'on doit scinder les 2. Moi, je ne participe pas au vote. Madame Watley, je ne participe pas au vote, c'est mieux. Donc, ne participant pas au vote, y a-t-il, donc pour l'indemnité du maire, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? C'est une sécurité qui ne mange pas de pain. Pour l'ensemble des élus, adjoints et autres, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste à voir? La formation 2019. Caroline. Alors, formation 2019, donc pour nos agents, hein, donc, comme vous pouvez le voir, la formation congrès déconcentré. Donc, une petite précision, donc c'est un jour pour les agents des ressources humaines, donc les personnes qui font partie des ressources humaines. Donc, il s'agit d'une formation permettant de mettre en place la gestion informatique et déconcentrer des demandes de congrès afin que les agents puissent les saisir, les congés, afin que les agents puissent les saisir via Internet. Donc, le but est de moderniser et d'accélérer les traitements au niveau des congés. Vous avez donc la formation paramétrage des données référentielles, la formation intervention, formation ATAL et la formation module Parc Auto. Donc la formation ATAL, c'est une formation paramétrage des données, intervention de ATAL, Parc Auto, donc 7 jours pour les agents des services techniques, administratifs et du centre technique municipal. Donc il s'agit de mettre en place un logiciel permettant la saisie et le suivi informatique des demandes d'intervention des services techniques. Donc c'est dans le même but, hein, de moderniser. Les demandes pourront être faites via Internet et leur suivi sera amélioré.
Et au niveau de la formation module parc auto, donc c'est un module parc automobile, sera également mis en place. Celui-ci permettra de s'assurer que les contrôles et entretiens soient effectués et ainsi assurer la pérennité du parc. Donc c'est au total 8 jours et un coût total de 8 825 €. Pour l'ensemble, hein. Pour l'ensemble. Donc on met un point d'honneur à suivre ça parce que aujourd'hui, avec la rapidité et la complexité du travail dans l'ensemble des collectivités, dans les 36 600 communes, il faut absolument se maintenir en permanence à niveau, d'où notre souci que le personnel fasse dans la mesure du possible et de sa volonté aussi, hein, de faire ses formations. Donc je vous demanderai, les amis, de bien vouloir voter favorablement. Donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux. Maintenant, on va passer au logement. Donc Fabienne, elle va nous parler de la convention d'occupation des locaux et au sein du CCAS et le règlement de fonction des multi-accueils. Et peut-être quelques mots sur ce qu'on a fait une réunion ce matin sur l'inscription. Vite fait. Tu vas voir? Bon, mets ta lunette. Alors, donc la délibération qui est proposée aujourd'hui est une délibération assez importante. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le service logement de la ville de Vieux-Condé offre un accompagnement et une information sur les demandes de logement. Il faut savoir également comment fonctionne la demande de logement. Il y a deux possibilités qui s'offrent aux demandeurs. Soit ils rentrent une demande écrite, donc une demande version papier, qu'ils déposent chez un bailleur. Il faut savoir que le plus près pour nous, c'est la SIGH à Condé-sur-Escaut. Ou éventuellement, ils se servent du portail grand public en rentrant une demande via Internet. Il faut aussi se rendre compte que depuis un certain nombre de temps, au niveau des services de proximité diminue de plus en plus. Donc une opportunité s'offrait à la ville de Vieux-Condé dans le cadre des deux conventions signées avec Val Métropole, dont une particulièrement qui nous concerne, qui est le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs. C'est un peu long, je sais, qui permet à la ville de Vieux-Condé de passer sur un niveau au-dessus, donc de passer en niveau 2. Donc au jour d'aujourd'hui, cette délibération permettrait au service logement de la ville d'enregistrer les demandes. Donc d'enregistrer les demandes, ce qui va permettre d'obtenir un numéro unique d'enregistrement qui vient du département. Ce numéro unique sert à tous les demandeurs, c'est une obligation pour pouvoir se voir attribuer un logement du parc social. Ce numéro unique va être délivré via une attestation par le service logement de la mairie, dans des délais bien évidemment beaucoup plus courts que si vous utilisiez la formule papier. Et puis il faut savoir aussi que beaucoup de gens, malheureusement au jour d'aujourd'hui, n'ont pas Internet et ont des difficultés à se déplacer. Donc ce qui permettrait vraiment d'offrir un service supplémentaire à la population. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que, bien évidemment, il n'y a pas simplement la demande de rentrer des données, il y a bien évidemment aussi le suivi qui se faisait déjà, mais qui va s'accentuer puisqu'il y aura un suivi individuel. Il y a des délais à respecter pour le suivi après l'obtention de ce numéro. Et il y a toujours aussi l'accompagnement social du CCAS, je tiens à le dire, puisque le CCAS est là aussi pour les démarches plus, on va dire, plus complexes, qui sont l'inscription sur les listes des publics prioritaires pour les familles en difficulté, le DALO qui sert aussi aux familles qui sont inscrites depuis 2 ans et qui n'ont jamais eu de proposition de logement. Donc ça, c'est très important aussi de le savoir. Vous pouvez, il y a des recours quand on n'a jamais de réponse, entre guillemets, ou on n'est jamais contacté par les bailleurs. Voilà, donc il y a toujours le CCAS qui est bien évidemment, qui travaille en collaboration avec le service logement et qui aide dans toutes les démarches. Donc cette délibération est importante et je vais faire comme mon collègue à côté. Je voudrais définitivement qu'on arrête les vieux clichés qui sont les logements ne sont attribués qu'aux gens de mairie ou les logements ne sont attribués que quand vous avez des affinités avec monsieur le maire. Il faut franchement arrêter. Les logements sont attribués uniquement aux personnes qui répondent aux critères et tout le monde a le droit de se loger, qu'on travaille en mairie ou pas. Voilà, merci. Bon, voilà Fabienne. C'est notre façon à nous de lutter contre la fracture numérique, comme l'a soulevé Fabienne.
effectivement, les gens doivent se déplacer. Là, c'est un numéro pour l'ensemble des bailleurs et la décision a été confirmée ce matin. Voilà, voilà, il faudra acheter l'outil informatique maintenant. Mais ça, il n'y a pas de problème. On va donc voter ce point-là, qui est une véritable avancée au service de la population et en particulier au service logement. On préviendra bien sûr la population Oui, quand oui. nous aurons accès, parce qu'il y a des démarches administratives à faire. Il y a une Voilà, dès que le formation. service sera ouvert, bien évidemment qu'on transmettra l'information à la Ouais. population. Ouais, ok. Et aux dossiers en instance qui vont passer dans le système. Donc là-dessus, c'est vraiment une avancée importante qui valorise notre service de logement de la ville. Tout le monde ne l'a pas, hein, Fabienne, ce service. Hein. En plus, il n'est pas donné à tout le monde. Il faut qu'on soit éligible. Hein. Donc, Fabienne étant éligible, on va lui faire plaisir. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, elle vous remercie et elle va faire un deuxième point, parce qu'il n'y a plus moyen de l'arrêter. Règlement de fonctionnement des multi-accueils. Alors, moi, j'ai convention d'occupation. Ah merde! Oui, Oh, bon, pardon, c'est un petit excusez-moi, point. Hein, c'est un messieurs, petit point. dames. C'est la convention d'occupation des locaux du CCAS Qu'est-ce rue Victor Hugo. Il faut savoir Ça que sort du cœur, ça, oui, tu non, vois, mais je me ben, doute. bien sûr. Faut savoir que quand le service jeunesse s'est déplacé, donc est rentré dans les locaux de l'ancienne maison de la parentalité, il y avait donc bien évidemment des permanences de PMI, afin de leur octroyer toujours des locaux et de garder cette permanence en centre-ville, puisqu'il faut savoir qu'ils ont 2 permanences. Il y en a une à la Solitude, hein, dans les locaux santé, et il y en avait une ici en centre-ville, afin qu'ils restent dans le centre-ville. C'était notre souhait, hein, pour encore une fois permettre aux familles qui ne sont pas véhiculées de pouvoir accéder à ces visites. Le CCAS a donc attribué un local pour les permanences de la PMI, et c'est simplement une convention, hein, qui est de toute façon obligatoire, et afin de remettre les obligations et les droits de chacun sur ces locaux. Merci Fabienne. Il y a un vote pour cette convention? Bien sûr, il y a un vote. Alors, on va encore faire plaisir à Fabienne. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Fabienne, règlement de fonctionnement multi-accueil. Règlement intérieur, hein, règlement intérieur, faut que ça bouge, voilà, faut que ça s'adapte. Et là, c'est le cas. Donc, il faut une adaptation du règlement des multi-accueils. Concernant le personnel, étant donné qu'il y a du personnel qui est sorti, donc deux personnes, avec l'arrivée de nouvelles personnes. Donc, Madame Élodie Lamourette, qui est ADSEN en mars 2018, et Madame Brigitte Bourdon, auxiliaire de périculture, en décembre 2018. Voilà. Et alors, une chose très importante, c'est l'arrivée d'un médecin PMI. Alors ça, c'est très important, puisqu'il y avait une pénurie de médecins. On n'arrivait plus à obtenir un médecin pour les consultations des tout-petits, hein, depuis le départ de M. Carpentier. Hein, Dans les Carpentier. C'était compliqué. Et voilà, il y en a un qui est arrivé, donc c'est le docteur Petit, médecin généraliste, qui va prendre en charge les consultations de nos petits bouts de chou. Voilà. Et puis après, des tarifs qui évoluent également, mais de toute façon, des tarifs qui sont fixés par la caisse d'allocation familiale et auxquels on doit bien évidemment se soumettre. Hein, voilà, donc c'est quelques modifs de règlement intérieur. Bien, donc on va faire encore plaisir à Fabienne et ses bouts de chou. On va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, les amis, je vous remercie. On va donc passer au dernier point d'information, qui est l'article L21-22-22 du Code des collectivités locales. Vous avez la liste là. Ce sont des décisions que Monsieur le maire prend. Il n'y a rien de particulier. Forcément, c'est le début d'année, donc vous avez la liste dans vos pièces jointes. Je voudrais, avant qu'on se sépare, comme je vous ai dit, ce conseil, il y avait un point qui était important, c'était le point d'orgue, c'était ce vote sur le financement des projets, des grands projets, on va dire. Donc, je vous rappelle, faudra aller voir Martine, elle est toujours là, Martine, pour les signatures. Si vous voulez bien déjà noter 2 dates qui sont quasiment fermes et définitives. Vous savez qu'en début d'année, on vote ce qu'on appelle le DOB, on vote qu'on a fait le débat, pardon. Hein, c'est le débat d'orientation budgétaire. Ça aura lieu le 12 mars. Les dates d'aujourd'hui, c'est ça, réservé le 12 mars. Et réservé aussi le 4 avril, où là, on votera le budget, au mois d'avril.
tout simplement parce que le jour où on va discuter le 4 avril, nous aurons été notifiés, nous l'espérons, par les différents partenaires sur les produits attendus pour vivre au courant de l'année 2019. Voilà. On s'attend à rien. On s'attend à avoir une stabilité des produits attendus avec peut-être une légère augmentation du fait de l'augmentation importante du nombre d'habitants. Voilà. Donc la séance est levée. N'oubliez pas de rester 5 minutes pour l'anniversaire à David. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas les signatures. Merci bien.